toutes. Tout d'abord, permettez-moi au nom de l'équipe de de Source de vous souhaiter une très joyeuse année 2025. Nous sommes ravis de continuer l'aventure avec vous. Ce soir, accueillons Victor Barabino. Bonsoir Victor. Bonsoir, Maël. Donc tu es docteur en histoire médiévale à l'université de Caen. Enfin, oui, tu as fait ta thèse à l'université de Caen et tu es actuellement à terre à l'université de Lorraine en histoire médiévale. Exactement, oui. Est-ce que pour commencer tranquillement, tu peux nous détailler un peu de ton parcours? Parce que c'est vrai que les Vikings, ce n'est pas le sujet sur lequel on a le plus l'habitude de voir les gens. Alors, en effet, on n'a même pas vraiment de master dédié en fait, à l'histoire médiévale scandinave en France. On a des masters en études nordiques ou des masters en histoire médiévale. Donc, on a un peu ces deux canaux possibles. Moi, le canal que j'ai choisi, c'était celui de l'histoire médiévale, en me spécialisant ensuite sur le monde scandinave. Donc, j'ai fait d'abord une classe préparatoire, puis le master d'histoire médiévale de l'ENS de Lyon. Et c'est à ce moment-là que j'ai choisi de me spécialiser sur une saga, la saga des Orcadiens, dont je vais avoir l'occasion de reparler, je pense, aujourd'hui, qui est une saga donc, qui raconte l'histoire des Orcades, qui est un petit archipel au nord de l'Angleterre. Et donc j'ai choisi de me spécialiser là-dessus parce que j'avais un intérêt de longue date pour cette région et j'ai eu la chance d'être soutenu dans ma démarche à l'époque par les professeurs du département d'histoire et donc j'ai pu poursuivre en autodidacte l'apprentissage aussi des langues scandinaves en parallèle de mes études, comme c'est le cas de pas mal de personnes spécialistes de régions un peu exotiques. On avait déjà eu sur sa coule de source des personnes dans ce cas-là, je crois, qui ont en fait appris les langues par eux-mêmes ou par elles-mêmes à côté de leur formation. Et donc, ça a été mon cas avec notamment l'apprentissage du vieux norrois, qui est la langue, on pourra en reparler tout à l'heure, la langue dans laquelle sont écrites ces sagas et ces sources scandinaves du Moyen Âge. Et par la suite, donc, j'ai passé les concours de l'enseignement et puis j'ai intégré un doctorat grâce à un financement de l'université de Caen Normandie. J'ai pu mener à bien une thèse pendant 4 ans sous la direction d'Alban Gauthier. J'ai également reçu la codirection de Ryan Lavelle, qui est chercheur à l'université de Winchester en Angleterre. Et j'ai soutenu ma thèse l'année dernière, à la fin de la toute fin de l'année dernière. Donc après ça, j'ai eu la chance aussi d'être recruté comme ATER plusieurs années de suite. Donc j'en suis à ma troisième année d'ATER. À l'université de Lorraine, effectivement. Donc voilà où j'en suis actuellement. Ah, je crois que ton micro. Ouais. Pour commencer, il faudrait peut-être revenir sur la terminologie qu'on utilise. Est-ce qu'on parle de Viking, de Normand, de Scandinave? Qu'est-ce qui te paraît le plus juste? Alors, effectivement, là dans le titre, on a deux termes, viking et normand, qui vont bien ensemble et qui en même temps peuvent paraître contradictoires pour plusieurs raisons. Donc je m'explique un peu. Normand, c'est le terme Nordmanni, hein, les hommes du Nord, qu'on utilise de manière un peu générique depuis plus d'un siècle et demi pour désigner les hommes du Nord en général, les Scandinaves, mais aussi les habitants de la Normandie. Donc c'est un terme un peu fourre-tout qui a été beaucoup utilisé par l'historiographie un peu ancienne déjà, puis surtout l'historiographie romantique, pour désigner les envahisseurs venus du Nord qui ont mené les raids sur la Francie occidentale et d'autres territoires, donc au Moyen Âge, durant la période viking. Effectivement, c'est devenu un synonyme du coup dans cette historiographie de viking, ce qui n'est pas sans poser problème également, puisque les vikings ne sont pas un peuple, hein, c'est plutôt un groupe social défini par ses activités économiques, militaires, commerciales également, et donc ça ne recouvre pas un sens ethnique comme pourrait avoir le mot normand.
Et puis par ailleurs, on n'utilise plus vraiment ce terme de Normand aujourd'hui pour désigner les Scandinaves. On essaie de plutôt distinguer donc justement les individus qui viennent de Scandinavie en les appelant tout simplement Scandinaves aujourd'hui. Et puis les Normands, on garde le terme vraiment pour la Normandie. On a plutôt tendance à faire ça maintenant, à bien distinguer Normands et Scandinaves dans l'historiographie actuelle. Puis ça- Donc voilà, une petite précision sur les termes. C'est vrai que normand est un terme qu'on connaît bien, qui sonne bien, qui renvoie à ce terme latin de Nortmani, un homme du Nord. Et donc c'est vrai que c'est évocateur pour beaucoup de gens, y compris en dehors du milieu universitaire. Mais c'est vrai que dans l'historiographie actuelle, on va tendre à utiliser plutôt scandinave pour désigner les populations et puis viking pour désigner le groupe social spécifique au sein de ces populations qui commet des raids, entre autres activités notables. Puis en plus, la difficulté avec les Normands, c'est qu'ils étaient aussi présents en Méditerranée, notamment en Sicile, donc il y a une autre Abs- ère d'influence géographique. Alors, dans ce cadre-là, le terme de normand est toujours bien utilisé, effectivement, pour les Normands d'Italie, comme on les appelle parfois, les Normands de Sicile, voilà. Les Normands qui sont justement issus de dynasties aristocratiques normandes hein, qui sont originaires de la Normandie telle qu'on la connaît actuellement. Et donc le terme de Normand est bien utilisé encore aujourd'hui pour désigner ces mouvements de colonisation en Italie, etc. Alors, tu travailles principalement sur les Vikings, mais c'est vrai qu'il y a un effet de mode autour des Vikings, tout un ensemble de publications, un peu de vulgarisation sur les Vikings, que ce soit des vidéos, des livres, des jeux. On a eu le Assassin's Creed Valhalla, des séries, etc. Est-ce que ton travail n'est pas trop dérangé par les a priori, les mythes sur le sujet? Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Enfin, c'est un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt et donc avec cet intérêt viennent des choses positives et des choses un peu moins positives, forcément. Donc il y a euh, moi, je ne suis pas dérangé du tout par la production scientifique, hein. Je voulais d'ailleurs citer à cet effet, je ne sais pas si on voit bien mon diapo à l'écran là maintenant. Oui. Il y a beaucoup d'études hein, qui sont effectivement menées ces dernières années sur la réception des Vikings dans la culture contemporaine en particulier. Donc, je citerai en particulier ici l'ouvrage d'un collègue de l'Université de Lorraine, justement, hein, Laurent Di Filippo, qui a fait paraître il y a 2 ans aux éditions Les Moutons électriques un ouvrage très illustré, assez abordable sur la réception des Vikings, un ouvrage collectif avec des contributions de plusieurs spécialistes sur la réception dans le cinéma, la bande dessinée, les jeux vidéo, etc. C'est un ouvrage très intéressant que je recommande fortement. Et qui permet de bien cerner justement toutes les représentations hein, qui se sont développés au fil des décennies et d'ailleurs depuis l'époque romantique à minima en fait hein, sur ces Vikings. Euh, L'ouvrage ne manque pas de mentionner d'ailleurs aussi les implications politiques hein, de ces représentations et c'est là souvent que des débats et des polémiques plus épineuses peuvent apparaître. Moi, il m'est arrivé également de pouvoir être confronté, mais de façon très limitée, hein, à des préjugés, que ce soit parmi mes étudiants, parmi des personnes du monde non universitaire auxquelles je peux parler de mon sujet, d'avoir des préjugés comme ça, qui sont issus en grande partie des stéréotypes du romantisme hein, qui découlent de l'époque romantique sur les Vikings sanguinaires, les Vikings euh, comme emblème d'une pureté de la race nordique, enfin bon, voilà, toutes sortes de représentations le grand blond aux yeux bleus, etc., bon, etc., hein, qui sont démentis aujourd'hui par quantité d'études, qu'elles soient génétiques, par exemple, pour toutes ces questions d'ethnicité, ou des études socioculturelles, évidemment, sur la diversité, en fait, de ces populations scandinaves, et même la diversité au sein des groupes vikings, et bien des activités qui étaient menées, des objectifs qui pouvaient être ceux des chefs vikings chacun dans leurs propres activités. Et donc, avoir une vision un peu plus nuancée de ces Vikings, mais c'est vrai que pour l'instant,
Même s'il y a un effort de vulgarisation qui est fait hein, de plus en plus, et en France, c'est très marqué avec l'apparition d'ouvrages comme celui-ci, euh, on garde quand même des stéréotypes très, très présents et qui sont en plus corroborés par certaines productions justement contemporaines de la pop culture, qui parfois saute à pieds joints hein, dans certains de ces stéréotypes et les renforce. Donc c'est là que nous autres historiens, historiennes avons du travail à mener. Et bon, c'est pas désagréable de toute façon de débunker, comme on dit beaucoup aujourd'hui, ce genre de stéréotypes, puisque on a quand même la sensation d'être très utile en faisant ça. Donc c'est toujours appréciable. Et tu travailles sur quelle typologie de sources? J'ai vu dans les échanges, tu me montrais que tu avais un ensemble de sources quand même assez varié. Oui, alors c'est vrai que quand on travaille sur la Scandinavie médiévale ou ancienne, parce qu'en fait le terme de médiéval, on peut en reparler aussi, est un peu ambigu hein, pour la Scandinavie qui n'a pas une chronologie similaire à notre Moyen Âge. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Moyen Âge en Scandinavie il commence bien plus tard, en tout cas pour les historiographies scandinaves elles-mêmes, telles qu'elles se sont constituées au fil des décennies. Elles ont déterminé que globalement, le Moyen Âge scandinave commence après l'an 1000, hein, après la christianisation, l'avènement d'une alphabétisation du clergé, etc., avec des corpus de sources plus conséquents, et éventuellement aussi la structuration de sociétés féodales ou pseudo-féodales, en tout cas, voilà, des structures qui ressemblent un petit peu plus à ce qu'on a dans l'Occident médiéval, justement. Ça ne se fait pas avant la fin de l'époque viking, qui, je rappelle, a lieu entre la fin du 8e siècle et le milieu du 11e siècle, en tout cas pour la chronologie qu'on donne habituellement. Donc, voilà, juste un petit point déjà sur la chronologie, quand on parle de Scandinavie médiévale, et c'est un point qui a été bien souligné récemment dans une synthèse qui est parue chez Belin à la Mm. rentrée, là, en septembre, sur les peuples du Nord, hein, une synthèse écrite par Lucie Malbos, que je recommande également. Très bon ouvrage, assez épais, hein, du coup, assez encyclopédique, mais qui fait bien le point justement sur cette chronologie et le fait qu'elle ne peut pas être transposée directement depuis la chronologie dont on a l'habitude, nous, pour les territoires plus occidentaux. Maintenant, pour ce qui est des corpus de sources, c'est bien justement, en fait, il y a vraiment un peu deux grands corpus, hein, les corpus de l'époque viking et puis ceux de l'époque médiévale proprement dite. Les corpus de l'époque viking sont majoritairement des corpus archéologiques. Donc là-dessus, il faut quand même se mettre en tête que l'archéologie est quelque chose d'assez incontournable, en fait, hein, quand on étudie le monde scandinave globalement, pour les périodes anciennes et médiévales. À la période viking, on a également l'apparition de premières formes textuelles avec donc l'épigraphie runique, hein, les inscriptions runiques. Ces inscriptions qui sont faites avec l'alphabet runique sur des pierres ou sur des bouts de bois en général, qui peuvent être très variés hein, dans leur contenu. On pourra y revenir également si ça intéresse. Et on a également à l'époque viking l'apparition de textes poétiques à partir du 9e siècle, hein, plutôt vers la fin de l'époque viking, ou voilà, le milieu de l'époque viking, on a cette poésie dite skaldique, qui est une poésie de cour, en fait, une poésie à valeur d'éloge, comme on dit, encomiastique, hein, une poésie qui fait l'éloge des puissants et de leurs hauts faits, faits d'armes en général, justement. Souvent, c'est l'éloge de grands chefs vikings, hein, précisément, qui est fait dans cette poésie. Et à la même période, et même si c'est un point qui est très débattu hein, historiographiquement, il y aurait également la naissance d'une poésie mythologique qu'on appelle la poésie édique ou les Eddas, qui sont ces poèmes donc en- ou enfin, qui sont ces poèmes qui ont été probablement composés autour du Xe siècle, mais qui n'ont été mis par écrit que bien plus tard, hein, au XIIIe siècle, XIVe siècle. Donc effectivement, on n'a aucune certitude sur leur date de composition originale, mais ils nous renseignent sur les mythes, hein, les anciens mythes scandinaves. Donc ce sont vraiment des poèmes très importants. Et puis donc,
une fois qu'on a passé cette période viking, on arrive sur la période médiévale qui, elle, est beaucoup plus riche de sources textuelles variées, notamment les sagas qui se développent en Islande et en Norvège à partir du XIIIe siècle fin 12e pour celles qui arrivent le plus tôt. Et puis les différentes chroniques royales, on pourrait dire, on les appelle souvent les chroniques synoptiques, c'est-à-dire des chroniques qui font un peu la synthèse de l'histoire des royaumes, notamment le royaume de Norvège et puis le royaume de Danemark. Donc autour du 11e, 12e siècle, on voit apparaître ces premières chroniques généralement en latin, plus rarement en langue vernaculaire, mais c'est à ce moment-là aussi que les langues vernaculaires se formalisent, donc le vieux norrois en particulier, qui est donc ma langue de travail principale, hein. Donc moi, mes sources principales sont effectivement des sources textuelles de la période médiévale, en particulier des chroniques et des sagas. Maintenant, c'est vrai que j'ai une approche qui est très interdisciplinaire, puisque moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est quand même le passage du monde viking au monde médiéval, du monde païen au monde chrétien, voilà, toute cette transition, hein, du monde clanique au monde féodal, toute cette transition qui illustre peut-être aussi une forme d'occidentalisation des sociétés scandinaves, même si c'est un point très euh, controversé, hein. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une européisation ou d'une occidentalisation des populations scandinaves à cette époque? Toujours est-il que donc moi ce qui m'intéresse c'est cette période de transition entre les deux grandes périodes que j'ai citées, hein, la période viking et la période médiévale, et du coup je ne peux pas faire l'économie non plus des sources de la période viking, hein, que j'utilise constamment, souvent dans une démarche comparative par rapport aux sources médiévales pour montrer justement différentes évolutions puisque moi je m'intéresse beaucoup aux évolutions culturelles, notamment aux conséquences culturelles donc de la christianisation, mais là je pars peut-être un petit peu loin. Et on y reviendra après sur cette christianisation. Tu travailles notamment sur des hagiographies. Alors, les hagiographies, on en avait déjà parlé sur sa coule de source. Quand on avait parlé, c'était il y a 3 ans, 3, 4 ans, quand on avait parlé des chroniques royales d'Ayutthaya au Siam. Une hagiographie, c'est une sorte de biographie, de rédaction, de vie de personnages qui est extrêmement élogieuse. Donc toi, tu retrouves ce type de sources. Déjà, en quelle langue elles sont rédigées? Et puis, est-ce qu'il y a une particularité des hagiographies de saints ou de guerriers vikings? Alors, la géographie, là, pour les périodes qui me concernent, ça concerne exclusivement des personnages saints, d'accord, des saints ou des saintes, que ce soit des saints scandinaves ou des saints et saintes occidentales classiques. La Vierge Marie, Saint Jean, Baptiste, etc. On a en fait, à partir du moment où émergent les sagas, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, ces récits en prose qui peuvent être très fournis et très longs, comme plus courts d'ailleurs parfois, qui émergent en Islande en particulier à partir du XIIIe siècle. Et bien parmi ces sagas, on a des sagas dites de saints. Donc je peux vous en montrer ici un exemple. Euh, les sagas de saints, les Heilagra Manasögur, donc en vieux norrois, ce sont des sagas qui se spécialisent dans la biographie des saints et on en trouve des dizaines en fait hein, de ces sagas de saints. Et donc, comme je le disais, elles retranscrivent la vie de saints à la fois occidentaux et scandinaves. On en trouve de différentes sortes. Donc là, dans le manuscrit que je vous montre à l'écran ici, on a plusieurs sagas de saints qui sont compilées en fait dans un même manuscrit, hein, le manuscrit Arni Magnusson 235, folio qui est conservé donc à Reykjavik en Islande et qui date de la fin du XIVe siècle, début XVe siècle. Donc assez tardif, mais qui en fait retranscrit des textes qui existaient déjà, on en a des preuves hein, pour le XIIIe siècle.
Plusieurs sagas de saints sont ici compilées avec les vies de saints comme Saint Maurice, hein, sur lequel j'ai pas particulièrement beaucoup travaillé puisqu'il s'agit d'un saint guerrier et je me suis pas mal intéressé à la culture militaire, donc on pourra aussi reparler de ça si vous le souhaitez. Mais en tout cas, dans ce recueil, on a à la fois voilà, des saints comme Saint Maurice, qui sont vraiment des saints classiques du christianisme occidental, et puis des saints plus scandinaves, hein, Saint Alvar, Saint Knut, etc. Donc on a plusieurs comme ça euh, recueils de vie de saints qu'on appelle donc des sagas de saints parce que il s'agit pas simplement de retranscrire ou de traduire en vieux norrois des hagiographies qui existent déjà en langue latine. En fait, ces sagas parfois modifient hein, les hagiographies, les réécrivent en partie. Ça reste assez limité, hein. C'est souvent des traductions un peu arrangées, aussi au gré de ce que les sagnamènes, hein, donc c'est clercs qui écrivent des sagas, ou c'est laïcs d'ailleurs parfois qui écrivent des sagas, vont comprendre du texte original ou non. Parfois ils ne comprennent pas le texte original dans son entièreté, donc ils le retranscrivent comme ils peuvent. Mais parfois aussi, ils vont laisser libre cours à leur imagination hein, et réécrire tout ou partie de la saga. Donc effectivement, c'est assez intéressant d'étudier ces textes-là dans une démarche comparative. C'est ce que j'ai proposé dans un article hein, qui va paraître bientôt justement sur la géographie de Saint-Maurice et sa retranscription en vieux norrois. Qu'est-ce que les Sagnamen islandais vont garder de la vie de Saint-Maurice telle qu'elle était connue par les diverses sources qui se sont développées dès les premiers, enfin, les derniers siècles de l'Antiquité et les premiers siècles du Moyen Âge, puisque Saint-Maurice, c'est un saint très ancien et important. C'est un saint guerrier qui est connu comme un des emblèmes un peu de la guerre au nom du Christ, ou plutôt de la paix au nom du Christ ici pour le coup, puisqu'il s'agit d'un saint qui, à la tête d'un bataillon des légions romaines, a décidé de refuser le massacre de populations ordonné par Rome au nom du fait que c'était des populations chrétiennes et qu'il était lui-même chrétien. Et donc il a cette fameuse phrase en disant Je suis d'abord asservi au Christ et après à l'empereur de Rome. Et donc, effectivement, ici, la concurrence entre la filiation au pouvoir spirituel plutôt que temporel apparaît clairement. C'est ce qui m'a intéressé plus particulièrement dans cette saga, puisque en effet, les Islandais paraissent avoir trouvé dans cette saga eh bien, quelque chose d'intéressant et de pertinent pour eux. Ils ont retranscrit cette saga en vieux norrois et ils ont mis en avant le fait qu'en effet, le chrétien est d'abord sujet du royaume de Dieu avant d'être le sujet d'un royaume temporel. Ce qui peut expliquer ensuite la diffusion d'idéologies comme l'idéologie des croisades, qui, on y reviendra, je pense, a touché aussi la Scandinavie. Hein, donc c'est dans ce cadre aussi que cette source m'a intéressé. Et est-ce que on voit ça pas mal dans l'Europe médiévale occidentale, est-ce que tu retrouves vraiment des saints qui sont locaux attachés à une région en particulier? Je pense par exemple en Bretagne, au XIIe, XIIIe siècle, il y avait ce saint Cunval qui venait d'Irlande et et qui avait le droit à tout un tas de récits, mais vraiment en Bretagne. Est-ce que tu retrouves ce genre de phénomène? Oui, absolument. On retrouve, alors pas plus tard qu'aujourd'hui, je faisais la recension d'un ouvrage qui traite de ces sujets-là, qui traite en particulier de la géographie de Saint Knut, Knut IV, roi de Danemark, hein, au XIe siècle, qui est mort en martyr en 1086 et qui donc a eu sa propre veine d'hagiographie hein, qui s'est développée au Danemark à partir de la fin du XIe siècle et au début du XIIe siècle. Alors, ce qui est très intéressant avec cette hagiographie de Saint-Knut, c'est qu'elle est très locale, mais en même temps, elle est un peu internationale parce que la littérature qui se développe autour de ce personnage
dès les premières décennies après sa mort, hein. Elle est surtout constituée à Odense, hein, qui est une ville du Danemark, où on trouve une abbaye, l'abbaye de Saint-Alban. Et cette abbaye est en particulier alimentée par un clergé anglo-saxon anglais qui apporte ses propres pratiques d'écriture de la géographie et va beaucoup contribuer en fait à la constitution de la figure sainte de Knut. En effet, on a parmi les principaux textes, hein, qui documentent la géographie de Saint Knut, on a la passion enfin les Gesta et Passio de Hailnot, qui est un clerc anglais d'origine anglaise qui compose son hagiographie de Knut pour le compte de la cour danoise, hein, le roi Niels, hein, à l'époque, qui est le dédicataire de cette passion. Et donc, effectivement, on a à la fois des saints locaux et en même temps, dans les pratiques d'écriture qui les entourent, eh bien, beaucoup d'échanges avec l'Occident et des pratiques d'écriture hagiographique qui sont plutôt occidentales. Ah bah, c'est bien, tu me fais la transition parfaite. J'allais te demander si il y a eu un impact du christianisme sur la rédaction de ces textes, sur la forme de comment on les rédige et de le fond aussi. Alors, le fond, tu as un peu répondu parce qu'il y a des saints chrétiens qui sont repris. Absolument. Bah, en fait, on a beaucoup de procédés discursifs, de procédés narratifs qui sont extrêmement typiques de la géographie occidentale, hein, qui sont reproduits en fait dans ces écrits hagiographiques. Alors là, je parle plus vraiment des sagas de saints, hein, je parle plutôt de ces hagiographies locales développées par les cours royales en collaboration avec des abbayes locales, hein, comme c'est le cas de Saint-Knut, hein, dont je viens de parler. Et on a effectivement ici, et c'est ce qui était montré dans l'ouvrage que je recensais aujourd'hui, hein, de Fiona Fritz, qui est une chercheuse allemande. euh, Effectivement, on a cette reprise de procédés narratifs qui ont une fonction particulière au sein de la géographie et qui constituent ce qu'on appellerait des topoi géographiques. Donc, par exemple, dans le cas de Saint-Knut, hein, c'est très présent chez Heilnot, l'auteur dont j'ai parlé tout à l'heure, ces procédés qui visent à le comparer au Christ. En général, voilà cette imitatio Christi, hein, comme on l'appelle dans la littérature hagiographique du Moyen Âge, qui est très présente et qui est très reproduite avec des gestes d'écriture en fait qui sont extrêmement reconnaissables comme étant traditionnelle de la géographie occidentale. Donc on a comme ça la reproduction, hein, vraiment de toute une tradition, enfin de plusieurs traditions hagiographiques occidentales dans les hagiographies scandinaves émergentes à partir du XIIe, XIIIe siècle. Et puis il y a l'air d'avoir d'autres typologies d'échanges parce que tout à l'heure tu parlais de croisade. C'est plutôt un terme qu'on a vraiment l'habitude dans l'Occident pour aller reprendre Jérusalem. Pourquoi on retrouve cette utilisation des croisades chez les Scandinaves? Alors en fait, il y a eu une participation, hein, des Scandinaves aux croisades. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas en général, qui est assez méconnu. Euh, mais en fait, on en a des attestations tout à fait claires, hein. Les Scandinaves ont bien participé à plusieurs des croisades, notamment à la première croisade, mais aussi à la deuxième et aux croisades du XIIe siècle. Ils ont en particulier participé dans le cadre de pèlerinage, parce que la différence entre pèlerinage et croisade, en fait, elle est assez floue, hein. À cette époque-là, ce sont des choses qui ont été montrées pour d'autres pays, hein. Jean Flory, par exemple, pour grand historien du Moyen Âge, qui l'a montré pour les territoires occidentaux. En effet, le départ pour la Terre Sainte, il n'est pas forcément motivé par une participation au combat contre les musulmans, il est aussi motivé, hein, par le pèlerinage simplement sur les lieux saints de la Terre Sainte. Et donc pour les Scandinaves, c'est très fortement lié, en effet, hein, cette dynamique de croisade et de pèlerinage, puisqu'il s'agit aussi, par le voyage en Terre Sainte, de montrer qu'on est chrétien, qu'on n'est plus du tout païen, qu'on n'est plus associable à cette société païenne ancienne, associée aux Red Vikings et à toutes leurs horreurs, et donc montrer qu'on est vraiment intégré à la chrétienté. Euh, la participation aux croisades, en fait, elle s'inscrit
comme j'ai essayé de le montrer un peu dans ma thèse et puis divers articles ça et là, notamment un article que j'ai consacré à la saga des Orcadiens, justement, je peux vous la montrer, je l'ai sous la main là. Euh, La voici. Euh, on a donc effectivement une participation de divers souverains ou princes scandinaves à des croisades qui est attestée. On a moins d'attestations, voire peu d'attestations ou pas d'attestations de participation aux croisades de personnages moins prestigieux. Hein, la plupart des croisés scandinaves dont on a connaissance font partie des élites qui sont soit royales, soit princières. Alors pour les Orcadiens, juste un mot justement sur cette saga-là. Donc je disais, hein, il s'agit d'un petit archipel au nord de l'Écosse qui est dominé par des colons norvégiens depuis plusieurs siècles à l'époque des croisades. Et en fait, le comte des Orcades, hein, le jarl des Orcades, qui gouverne cet archipel et qui est d'origine norvégienne, va participer lui-même à un voyage en Terre Sainte, donc à la fin du XIIe siècle, et il va se rendre donc en Terre Sainte via un itinéraire qu'avait déjà emprunté avant lui un autre roi norvégien, le roi Sigurd le Pèlerin, justement, hein, dont le surnom est lié à ce même voyage. Un itinéraire qui passe donc par l'ouest de la Francie et qui continue vers la péninsule ibérique, puis passe le détroit de Gibraltar avant d'entrer dans la mer Méditerranée et d'arriver jusqu'en Terre Sainte, mais en passant souvent au passage dans la péninsule italienne, à Rome, à Constantinople, qui sont autant de points d'intérêt hein, pour les Scandinaves, qui sont extrêmement attirés, en tout cas c'est ce que nous disent ces sagas, hein, par ces hauts lieux de la chrétienté occidentale ou grecque, qui sont des lieux de prestige, des lieux qui leur permettent de faire valoir aussi leur statut social et leur intégration aux élites chrétiennes euh, anciennes. Donc effectivement, ça fait de ces voyages-là des voyages de prestige, d'intégration à la chrétienté, et qui peuvent aussi se solder par une participation à des combats. C'est le cas de Sigurd le Pèlerin. C'est pas le cas du Jarl des Orcades, puisque la saga des Orcadiens ne relate pas de combat hein, dans ce voyage en Terre Sainte. Ce qui nous est dit, c'est simplement qu'il profite de sa présence en Terre Sainte pour visiter différents lieux saints, pour se baigner dans le Jourdain comme l'avait fait le Christ, pour donc recevoir une sorte de baptême officiel en fait, hein, quasiment. Et c'est quelque chose qui avait déjà été fait par Sigurd le Pèlerin lors de son propre voyage. Donc on voit qu'il y a un peu la transmission aussi de pratiques de voyage en Terre Sainte chez les Scandinaves qui vont s'ancrer comme ça, comme des traditions. Et faire de la Terre Sainte un territoire de prédilection hein, pour les élites scandinaves de cette époque-là. Et tu travailles notamment sur les liens entre les divinités et les combattants. Est-ce que avant ou après un combat, il y a la mise en place de rituels de la part de ces combattants pour les lier avec les divinités ou Alors, en effet, la croisade, c'est pas le seul combat au nom d'une divinité que les Scandinaves ont pu mener. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans ma thèse. Bon, il se trouve que je l'ai soutenu et que ça a paru convaincant à peu près à quelques personnes en tout cas, mais ça peut être débattu, hein, tout du moins, parce que même au sein de ma thèse, hein, je nuance beaucoup cette idée. Euh, Néanmoins, il me semble en effet que même avant l'avènement du christianisme en Scandinavie, les combattants pouvaient avoir un lien avec leur divinité qui les poussait éventuellement à combattre au nom de ces divinités. De même que la croisade est un combat au nom du Dieu chrétien, eh bien, il est possible, j'en fais l'hypothèse en tout cas, que les combats menés par les Vikings, leurs successeurs, étaient motivés peut-être par les relations avec des divinités, mais pré-chrétiennes, hein, des divinités donc polythéistes ou païennes, comme on les appelle parfois. Alors, je vais donner ici quelques exemples qui sont tirés en particulier de l'archéologie. Cette pierre gotlandaise qui est donc de l'île de Gotland hein, en Suède, qui date de l'époque
de Wendel, donc juste avant la période viking, où l'on voit donc plusieurs symboles odiniques. Donc c'est la pierre de Stora Amars, qui est une pierre runique, hein, excessivement jolie et bien historiée, comme on peut le voir. On voit ici au milieu que on voit une sorte de d'autel sur laquelle est juché un individu, peut-être sacrifié, hein, au nom d'Odin, puisque d'autres sources, notamment des textes, nous relatent la pratique du sacrifice chez les anciens Scandinaves et également du sacrifice humain. Alors ça a été très débattu. Est-ce qu'ils l'ont vraiment fait? Est-ce que c'est simplement une représentation? En réalité, on a aujourd'hui des preuves matérielles, hein, de ces sacrifices, au moins pour la partie des sacrifices animaliers, et ça, on en a en quantité sur des sites cultuels, des vestiges d'animaux, hein. Mais on a aussi aujourd'hui retrouvé enfin, plusieurs sites où des vestiges d'humains ont été retrouvés, et ces humains semblent avoir connu une mort, non pas accidentelle, mais du coup par sacrifice, hein. Donc c'est le cas par exemple à Trelleborg où des squelettes ont été retrouvés avec diverses fractures, etc., qui dénotent des exécutions rituelles. Donc effectivement, cette pratique que l'on voit sur la pierre de Stora Hamar, c'est bien, a sans doute pu exister. On voit que juste au-dessus, on a le Valknut, hein, sont ces trois triangles imbriqués. Là, je peux peut-être les montrer Ouais. à l'écran. Voilà, donc je ne sais pas si on voit bien ma Ouais, souris. on voit Mais bien. voilà, donc ces trois triangles représentent un symbole très associé à Odin. En plus, il est surmonté ici d'un oiseau, hein, qui est certainement l'un des corbeaux d'Odin. C'est corroboré par le fait qu'on a à côté, excusez-moi, ma souris n'est pas très réactive, désolé. On a aussi à côté de ça un arbre, on peut voir, hein, avec un individu qui semble pendu à cet arbre. Je ne sais pas si si on le distingue bien. Je ne sais pas si toi, Maël, tu le Ouais, distingues au moins. Et en effet, ce personnage pendu, eh bien, fait référence aussi à un mythe associé à Odin, puisque Odin lui-même aurait été pendu à un arbre pendant 9 jours. Pour acquérir la sagesse, hein, et en sacrifice de son œil gauche, il aurait acquis la connaissance des runes en particulier. Donc on a ici tout un ensemble de croyances liées au dieu Odin. Et puis on voit juste à droite, eh bien, un groupe de guerriers, un groupe de personnages armés avec des boucliers et ce qui semble être des pieux ou des lances. Et donc effectivement, l'association très nette entre ces rites odiniques et des communautés de guerriers. Donc voilà, on peut après émettre tout un tas d'hypothèses. La mienne est que il existait un lien fort entre les guerriers et le culte d'Odin, hein, qui paraît avoir été l'une des divinités principales de la vénération des guerriers. C'est d'autant plus cohérent avec le fait que dans la poésie, notamment la poésie donc édique, hein, ces poèmes mythologiques, ces Eddas, on trouve des descriptions du banquet d'Odin, euh, de l'accueil des guerriers au banquet d'Odin. Donc, sachant que selon les mythes scandinaves, eh bien, seuls les guerriers morts au combat accèdent à un au-delà où ils sont bien traités, hein, dans une halle où ils profitent d'un banquet sans fin auprès du dieu Odin, justement. Ce sont des mythes dont on n'a aucune certitude. J'aimerais quand même nuancer un petit peu, hein, ce que je viens de dire. Euh, Ces mythes, comme je l'ai dit, n'ont été mis par écrit que très tardivement. Hein, que ce soit les Eddas ou l'Edda de Snorri Sturluson, qui est un auteur du XIIIe siècle, qui reprend tout cet héritage des textes édiques et qui en fait son propre texte mythologique en prose, cette fois-ci, donc l'Edda de Snorri ou Edda en prose. Tous ces textes datent du XIIIe, voire XIVe siècle, enfin en tout cas pour leur première écriture du XIIIe siècle. Et donc en effet, on n'a aucune certitude que la mythologie qu'on se représente aujourd'hui comme étant la mythologie scandinave serait une mythologie extrêmement ancienne. En tout cas, nous n'avons pas de description précise des croyances et des mythes des anciens Scandinaves. Tout ce que nous avons, ce sont ces textes tardifs et puis cette iconographie
notamment runique, hein, telle que je vous la montre là. Et donc, on ne peut qu'émettre des suppositions. Alors, bien sûr, ensuite, il est possible de recouper, comme je viens de le faire, hein, entre la poésie et puis l'iconographie, les images. On recoupe un certain nombre d'éléments, hein. En effet, par exemple, le fait qu'Odin ait été pendu pendant 9 jours à son arbre, eh ben, c'est relaté dans un des textes des Eddas. Donc, c'est possible de faire des recoupements de ce type et donc d'avancer sur les hypothèses concernant les croyances scandinaves. Mais je tenais quand même à nuancer, hein, là-dessus parce qu'on n'a pas de description euh, complète, exhaustive de la mythologie scandinave avant le XIIIe siècle. Oui, puis ça oblige à être inventif parce que c'est des textes qui posent aussi un problème méthodologique aussi et puis de point de vue. Enfin, je travaille aussi sur ce type de texte pour les chroniques royales au Siam. Il y a le problème de datation aussi, comme toi, c'est tardif. C'est des recompilations, donc c'est vrai que ça nous pose des problèmes et face à ces difficultés de ces textes écrits qui sont tardifs, qui sont des reprises qui ont été écrites par on ne sait pas toujours qui, l'archéologie, ça peut être aussi une piste pour faire avancer la recherche. Et quelle est la place de l'archéologie dans ta thèse? Comment s'est développée l'archéologie des sites scandinaves, est-ce qu'on a une archéologie qui est essentiellement terrestre, ou on cherche aussi une archéologie sous-marine pour, par exemple, les questions de Drakkar et tout ça? Mhm. Alors, l'archéologie, c'est un domaine qui a été développé de longue date par les Scandinaves eux-mêmes. Mm. En réalité, l'histoire scandinave s'est nourrie d'archéologie depuis très longtemps et c'est vraiment, ça fait partie des sources les mieux connues, hein, par l'historiographie scandinave elle-même. Je peux montrer à ce sujet-là d'ailleurs un autre vestige. L'image n'est pas de très très bonne qualité, j'en suis désolé, mais c'était celle qui me permettait de montrer euh, des, un mythe qui est lié à Freya, une autre divinité scandinave ancienne, qui semble avoir eu des liens avec les guerriers assez forts, puisque on l'accrédite d'avoir été la chef des Valkyries, ces femmes qui sont casquées, armées, cavalières et qui se rendent sur le champ de bataille pour recueillir les guerriers morts au combat, puis les emmener au banquet d'Odin au Valhalla, justement. Et on a retrouvé, justement, grâce à l'archéologie, des traces de ce culte de Freya parmi des populations qui combattaient. Alors là, je vous montre en particulier le char qui a été retrouvé dans une des sépultures les plus importantes de la Norvège, qui est le bateau tombe d'Oseberg, hein, un bateau du début du 9e siècle qui a été retrouvé donc au 19e siècle en Norvège, et qui est extrêmement riche, hein, archéologiquement, dans lequel on va trouver un mobilier funéraire très très intéressant, et en particulier ce char de grande dimension, à l'arrière duquel on trouve ces petits reliefs, hein, ces moulages, enfin euh, ces petits motifs sculptés, dont on perçoit donc le caractère animalier. Et je ne sais pas si vous distinguez ici le chat qui se trouve au centre. Donc ça a suscité tout de suite un intérêt parce que généralement parmi les animaux qu'on va trouver, c'est pas le chat, hein, qui revient le plus souvent. C'est plutôt le dragon. Bon, voilà, éventuellement le serpent, enfin souvent des reptiles, hein, c'est souvent des reptiles qui reviennent beaucoup. Et puis, en fait, ici, qu'on trouve des animaux un peu plus originaux. Et en fait, le chat, il faut savoir que c'est un félin qui est particulièrement associé à Freya, puisque il est dit dans des textes justement plus tardifs, hein, que Freya avait un char tiré par des chats bleus, etc. Et donc, il est tout à fait probable que ces motifs renvoient à un culte de Freya parmi les guerriers qui ont pu utiliser ce char. Et donc, ce qui m'a intéressé
avec ce vestige archéologique, c'est de le croiser avec les textes plus tardifs, donc des Eddas, de Snorri Sturluson, etc., pour montrer à quel point Freya pouvait être une divinité guerrière, bien qu'elle soit une divinité féminine, hein. Donc, on peut peut-être voilà, dire en commençant que on a peut-être cette vision un peu stéréotypée du fait que les divinités guerrières seraient uniquement masculines. En fait, on en trouve aussi on trouve aussi des caractéristiques guerrières chez les divinités féminines en Scandinavie, et c'est particulièrement le cas de Freya en tant que chef des Valkyries, en tant que donc chef de ces guerriers morts au combat qui reviennent vers l'au-delà, etc. Donc on a quand même tout un imaginaire féminin aussi, hein, de la guerre dans la sphère du divin des Scandinaves. En tout cas, je me suis appliqué un petit peu à le montrer dans ma thèse. Donc ça a été un élément, hein, le genre aussi, hein, qui m'a intéressé dans cette thèse, puisque donc, dans la culture militaire scandinave, il semblerait que on puisse au moins s'interroger sur l'existence de guerrières, hein, de femmes combattantes. Je dis qu'on puisse au moins s'interroger sur parce que on n'a pas vraiment d'attestation certaine de l'existence de ces femmes combattantes. La principale preuve, ou en tout cas pièce à conviction, c'est la tombe que je montre ici à l'écran, la tombe de Birka, qui a fait couler beaucoup d'encre, hein, qui aujourd'hui est très connue, même en dehors des cercles académiques, parce que c'est une tombe qui contient des artefacts associés à la guerre. On voit ici une épée, des étriers, enfin, vous distinguez vous-même une hache, etc. Les chevaux qui sont au pied du cadavre également, qui sont autant d'attributs guerriers. Et en même temps, ce cadavre, eh bien, il a été identifié génétiquement comme étant un cadavre de chromosome XX, hein, donc un cadavre de sexe féminin. Ce qui a immédiatement un peu enflammé les archéologues et les historiens qui ont trouvé ici un cas inédit, hein, de guerrière, en tout cas supposément de guerrière, puisqu'ensuite ça a été largement débattu. Alors, est-ce que je reviens sur ces débats? Je pense que ça peut intéresser plus d'une personne, éventuellement, qui s'intéresserait à l'histoire du genre. Euh, Est-ce qu'il y a des questions particulières? Parce que c'est vraiment très touffu comme débat, donc... On va sans doute avoir des questions là-dessus. C'est bien, tu me fais mes transitions. Je voulais que tu nous... On avait déjà vu dans un épisode précédent l'intérêt des tombes. Est-ce que tu peux nous présenter un peu cette tombe? On voit qu'il y a un ensemble d'armements. C'est quel type de personnage? Parce que Oui, là, à gauche, on voit tout un tas de squelettes un peu oui, oui. Alors, aléatoires. effectivement, à gauche, on voit les dépouilles enfin, les squelettes des chevaux. D'accord. C'est une pratique extrêmement courante, hein, d'avoir dans des tombes de l'élite sociale et notamment de l'élite guerrière des chevaux qui sont enterrés avec leurs propriétaires euh, en signe de richesse, en signe de fonction guerrière, mais aussi pour des fonctions rituelles, puisque le cheval est un animal dit psychopompe, un animal donc qui va escorter l'âme vers l'au-delà. C'est un destrier de l'âme d'une certaine façon. Donc il est présent dans les tombes aussi à caractère rituel, avec une fonction rituelle, pardon. Et donc, on voit ici au moins deux cadavres de cheval. Donc, on a une tombe ici d'une personne qui appartient très clairement à l'élite sociale. Une des tombes qui est les plus prestigieuses d'ailleurs de tout l'ensemble funéraire de Birka, qui est une île au sud de la Suède où on trouve en fait une sorte de nécropole, hein, avec plusieurs tombes. Et la tombe BJ 581 est vraiment parmi les plus remarquables et les plus riches, au-delà du fait qu'elle contient donc cette dépouille féminine surprenante dans un ensemble guerrier de ce type. Ensuite, ce qu'on peut distinguer effectivement, ce sont les diverses pièces d'armement que j'ai déjà citées, hein, épée, éperon, hache, etc. On voit aussi un, un peigne, pardon, hein, au pied de la dépouille, là, ici.
Je ne sais pas si vous le Ouais. distinguez tous. Et effectivement, c'est un objet qu'on retrouve pour le coup tant dans des tombes féminines que masculines, hein. Le peigne n'est pas genré comme on pourrait le croire peut-être avec nos représentations contemporaines. C'est un objet qu'on retrouve couramment dans tout type de tombe, qui marque surtout l'appartenance à une certaine élite sociale qui prend soin de son apparence, dont voilà, l'apparence est un élément d'affirmation du statut social, etc. Donc cette tombe, elle est remarquable par sa richesse. Effectivement, elle est remarquable aussi par la présence d'un jeu de société. Alors là, on le distingue peut-être pas très clairement, mais donc au repère 12, si j'arrive à bouger ma souris, je ne Oui, sais pas pourquoi oui, au centre. voilà, au centre, on a plusieurs petites pièces. Donc, si je ne m'abuse, ce sont les pièces d'un jeu de stratégie, un jeu de société scandinave qu'on appelle le Nefatafl, et qui est une sorte de jeu d'échecs. Et ce jeu d'échecs était en particulier l'apanage de l'aristocratie militaire, hein, des personnes qui avaient des fonctions stratégiques. C'était une sorte de jeu de guerre permettant de s'entraîner à l'esprit de stratégie, à l'art de la stratégie. Et donc on le trouve quasi exclusivement dans des tombes de guerriers, hein, raison pour laquelle cette pièce à conviction a aussi été utilisée comme argument pour appuyer l'hypothèse d'une tombe de guerrière, hein, de femme guerrière. Donc on a voilà, plusieurs éléments qui vont dans le sens de l'identification de cette femme comme étant une guerrière. Maintenant, d'autres hypothèses ont pu être avancées. On peut avancer l'hypothèse que comme il n'y a aucune autre tombe, en fait, très très peu d'autres tombes, peut-être en existe-t-il encore une ou deux, hein, qui présentent cette conjonction entre sexe féminin et attribut guerrier, donc c'est excessivement rare en Scandinavie, c'est vraiment pas un phénomène courant, hein, c'est ça que je veux souligner. Forcément, il y a aussi eu des hypothèses qui sont allées dans d'autres sens que l'identification d'une guerrière. Donc on a voulu rapprocher aussi cette femme de fonctions politiques, de fonctions éventuellement commerciales d'importance, puisque Birka était un port très riche à l'époque. Donc on a voulu en faire aussi juste une grande femme, une cheftaine, si je puis dire, hein, une chef de clan de cette île de Birka pour la période du Xe siècle. Plusieurs historiens, plusieurs archéologues se sont aussi positionnés en faux de l'interprétation de la guerrière, considérant qu'on n'avait pas assez d'autres cas comparables pour affirmer qu'il s'agissait d'une guerrière et que, il y aurait eu donc des femmes guerrières en Scandinavie. Euh, En disant aussi que la présence d'armes n'était pas suffisante pour prouver, hein, que cette femme était une guerrière. Alors bien sûr, on peut penser ce qu'on veut de ces arguments, ça a été extrêmement, et c'est encore beaucoup débattu aujourd'hui, mais il est vrai que la présence d'armes ne suffit pas en elle-même à caractériser un individu comme guerrier, dans le sens où il y a plusieurs problèmes qui vont se poser à ce moment-là. Le premier problème, c'est que on ne sait pas si la tombe est complète. En termes de dépouille, il est très possible en fait, hein, qu'il y ait eu un cadavre masculin aussi dans la tombe à côté du cadavre féminin et que tout simplement on ne l'ait pas retrouvé, qu'il ait été soit dégradé ou déplacé. Donc ça, c'est une hypothèse qui a été avancée. La deuxième hypothèse qui peut aussi permettre de prendre du recul, eh bien, c'est que, comment dire, les armes pouvaient avoir une fonction rituelle. Et il est attesté dans d'autres cas que les femmes pouvaient avoir des fonctions rituelles lors des rites funéraires pendant lesquelles elle se déguisait ou se costumait en Valkyrie. C'est-à-dire que on a comme ça dans des tombes soit des pendentifs en forme de Valkyrie, soit des tapisseries avec des Valkyries où on voit clairement des femmes habillées en guerrières, armées, etc., mais qui ne sont pas de vraies guerrières, ce ne sont pas des femmes combattantes, ce sont des femmes qui se costume en Valkyrie dans le cadre de rites funéraires. Donc, voilà, il y a d'autres hypothèses possibles. C'est juste pour montrer, hein, qu'il y a beaucoup d'interprétations qui ont été données de cette tombe. Et puis pour conclure,
ça reste, même si cette femme a pu être une guerrière, ce qui est tout à fait possible, hein, ça reste possible, ça reste un phénomène très rare et très limité à notre connaissance, en tout cas pour l'instant, hein. On n'a pas retrouvé énormément de cas similaires en Scandinavie pour cette époque. Avant de passer aux questions du public, rapidement, c'est quoi l'espèce de mixture là en 16? Alors, là, je pense qu'on a juste affaire à une écuelle avec, vous voyez, je pense que c'est éventuellement un, comment? Non, pardon, c'est le numéro 16 que vous avez pointé, c'est ça? Oui, Ah, pardon. Non, là, ça doit être le bouclier, pardon. Je pointais d'accord. le numéro 7, mais non, numéro 16, c'est pas ça. Je pense que c'est le bouclier. De mémoire, c'est ça. Je pourrais éventuellement vérifier, mais il me semble que c'est bien un bouclier. Bah, c'est bien, il y a une question que j'avais en tête et que je pensais tout poser, mais on me la pose dans le public. Est-ce que le squelette a des traces qui seraient liées au maniement des armes? Oui, bah, ça c'est une question peut-être d'une personne qui a déjà connaissance du squelette, je ne sais pas. En effet, hein, il y a des traces de blessures, mais qui ne sont pas des blessures typiquement guerrières. Ce qui est possible, c'est que la personne en question ait souffert d'une maladie ostéologique. C'est le cas à Auseberg aussi. On a voilà comme ça des cadavres qui témoignent de pathologies courantes à l'époque, des pathologies des os. Euh, il n'est pas attesté, en tout cas, sur ce cadavre-là, qu'il y ait des blessures spécifiquement dues à des coups et blessures de guerre. Hmm. Voilà, donc malheureusement, ça ne peut pas être un argument en faveur de cette hypothèse-là. Je suis en train de me reprendre et de me dire que j'ai peut-être dit une bêtise sur le numéro 16 et que ça nécessiterait vérification parce que je vois au numéro 8 ce qui me semble être un imbeau de bouclier, hein, donc le Hmm. centre d'un bouclier, et je me demande si c'est pas là le seul vestige du bouclier et que donc le numéro 16 c'est autre chose et que j'ai dit une bêtise. Mais bon, il Oh, faudrait donc vérifier. ouais, Excusez-moi pour ce affaire à flou. suivre. Ah, j'ai plus en tête tous les numéros. Désolé. Une très bonne question de Catherine. On va revenir plutôt sur Odin. Mhm. Est-ce qu'il y a eu des assimilations du Christ avec Odin qui auraient facilité la christianisation par la suite? Alors, tout à fait, il y en a eu. C'est le cas donc dans des poèmes, justement des Eddas, donc les Eddas poétiques, hein, donc les anciennes Eddas, où on a une certaine, enfin, un parallélisme hein, qui est possible entre la pendaison d'Odin et la crucifixion du Christ. Ça, c'est quelque chose quand même qui semble assez évident, d'autant que ces textes édits, comme je l'ai dit, ont été mis par écrit à des époques où le christianisme était déjà largement diffusé en Scandinavie. Et donc, c'est là que forcément, on voit bien aussi le caractère un peu ambivalent de ces sources édiques qui ont été mises par écrit tardivement et qui, du coup, ont pu être influencés hein, dans leur mise par écrit par les dogmes chrétiens, notamment du fait que les personnes qui étaient en capacité d'écrire étaient pour la plupart des clercs de culture chrétienne et qui donc ont très certainement fait le parallèle entre les anciennes croyances sur la pendaison d'Odin et la crucifixion du Christ. Et puis il y a aussi des parallèles qui ont pu être faits entre d'autres dieux et le Christ. Je pense notamment au dieu Baldur, qui est un peu ce dieu, comment, euh, de la candeur, je dirais, un dieu innocent, un dieu bon, un symbole de bonté et qui subit une sorte de sacrifice, puisque c'est au moment du Ragnarok hein, qu'il connaît sa fin. Et donc, lui aussi a pu, dans les mises par écrit tardives des mythes scandinaves, clairement présenter des échos christiques hein, dans un petit peu cette figure d'agneau sacrifié hein, d'agneau innocent sacrifié au nom du salut de l'humanité. Donc on a clairement voilà, des interférences hein, entre les deux paradigmes religieux du fait de caractère tardif de ces sources écrites, quoi.
Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Moi, j'ai encore de quoi cuisiner Victor s'il le faut. Peut-être je voudrais revenir à cette question-là des femmes guerrières parce que ça m'a fait penser à un écrit de Dominique Godino qui est une historienne des femmes et qui explique dans un très bon collectif sur sur la violence des femmes que on atténue, on a tendance à atténuer la violence des femmes parce que c'est une sorte de transgression du territoire masculin, notamment de la virilité. Et est-ce qu'on n'est pas biaisé et on se dit, bah, c'est peut-être, il doit y avoir d'autres choses que le fait que ça soit une guerrière. Est-ce qu'on n'a pas ce problème aussi dans l'interprétation? Alors oui, mais c'est très compliqué parce qu'en fait, on a à la fois des biais qui sont effectivement ceux de notre société contemporaine, où on associe en effet l'activité et la violence, l'activité guerrière et la violence guerrière à la masculinité. Euh, le problème, c'est que dans la réception de la société scandinave médiévale que l'on a dans la pop culture aujourd'hui, il y a un fort accent qui est mis sur les femmes guerrières, justement. Oui, Donc on a aussi un autre biais qui s'est créé avec ce stéréotype de la guerrière viking, de la femme viking qui serait forcément, enfin de la femme scandinave qui serait forcément plus violente ou plus émancipée que les femmes occidentales de son époque. Et ça me paraît être un biais oui, tout aussi important à prendre en compte. Ce qu'il faut savoir, enfin, moi, ce qui me semble important quand même de souligner, c'est que les sociétés scandinaves médiévales sont des sociétés patriarcales où il y a clairement une domination masculine qui s'exerce au travers de la violence de guerre. Ça me paraît tout à fait clair. Là-dessus, les sociétés scandinaves ne sont nullement exceptionnelles. Elles sont comparables à la grande majorité des sociétés de cette époque-là. Et donc la violence de guerre est quand même le fait majoritairement des hommes ou du territoire de la masculinité. Maintenant, euh, c'est vrai qu'on observe en Scandinavie plusieurs signaux d'une féminité guerrière. En tout cas, moi, je l'ai un petit peu avancé dans mes travaux, c'est-à-dire dans la ligne aussi de travaux précédents, hein, bien évidemment. L'idée que la violence, qu'elle soit guerrière ou même spirituelle, par exemple, la magie, n'est pas forcément une activité masculine, mais peut aussi avoir des expressions typiquement féminines. Donc Freya, par exemple, et ses Valkyries, elles sont quand même armées. Je veux dire, même si elles ne combattent pas, elles peuvent avoir les atours du combat, les atours de la guerre. Ce qui, il me semble, dans des sociétés qui sont quand même typiquement patriarcales, marque un petit peu un décalage avec les représentations classiques et permet éventuellement de suggérer que ces sociétés avaient des conceptions et des représentations de la féminité peut-être un petit peu plus larges, un petit peu plus malléables. En ce qui concerne ben, l'idée qu'une femme peut être violente, qu'elle peut manier les armes, etc. D'autant qu'on trouve aussi, en dehors du champ typiquement guerrier, plusieurs personnages de femmes fortes, de personnages féminins forts ou violents, en dehors même du champ de bataille. On en voit beaucoup dans les sagas, soit des reines, dans les sagas dites royales, donc des reines qui peuvent faire preuve d'une certaine cruauté, d'une certaine brutalité par exemple, pour au hasard promouvoir leur progéniture au trône, voilà. Et puis on peut aussi avoir des femmes qui, dans les sagas des Islandais, comme on les appelle, qui relatent plus la vie quotidienne des Islandais de cette époque-là, du XIIIe siècle donc, hein, ou des siècles un peu avant, donc de l'époque viking éventuellement. On a des personnages de femmes qui typiquement sont dans des positions d'appel à la vengeance, d'appel au conflit, qui vont encourager la conflictualité au sein des sociétés dont elles font partie. Donc voilà, très clairement, les femmes scandinaves ne paraissent pas être totalement exclues du champ de la violence, qu'elles soient de guerre ou non. Et il me semble quand même qu'on a là une variété dans les représentations du féminin. et je voudrais revenir aussi sur un point que tu as un peu abordé, c'est
et qui me fait, qui résonne un peu sur la vision que j'ai des Vikings par le biais de la pop culture, c'est certains animaux. Je pensais au corbeau. Quelle est la place du corbeau? Parce qu'il a l'air quand même important, plus que le chat, tu le disais tout à l'heure. Oui, alors le corbeau, c'est un animal qui est associé en particulier à Odin, plus spécifiquement, puisque selon les mythes hein, qui nous sont parvenus au travers des diverses sources que j'ai déjà citées, Odin aurait été en possession de deux corbeaux, hein, Hugin et Munin, qui étaient un peu comme des vigies. Pour lui, hein, il les envoyait sur le champ de bataille pour vérifier ce qui s'y passait, éventuellement influencer même le cours des combats. En tout cas, lui rapporter les événements qui se passent sur le champ de bataille. Ce sont vraiment un peu ces informateurs, en quelque sorte. Et donc ces deux corbeaux, Hugin et Munin, on les retrouve vraiment dans l'iconographie associée à Odin plus spécifiquement. Donc ce sont des animaux qui ont un caractère surnaturel hein, dans l'iconographie scandinave ancienne. Et puis, ils peuvent aussi se nourrir de la chair des combattants morts au combat. Donc, ce sont on les associe comme ça un peu à des créatures de prédation, voilà, vraiment des créatures qui sont associées aux horreurs du champ de bataille aussi, un peu dans leur caractère plus sanglant. On a tout un tas de représentations associées à ces animaux-là. Et j'en profite pour dire d'ailleurs que il y a de plus en plus de travaux maintenant qui se développent autour de la symbolique animalière hein, des Scandinaves. Il y a une thèse en cours d'ailleurs à Caen hein, par un de mes collègues, Maxime Delio, qui porte sur voilà, divers animaux et leur représentation dans le monde scandinave. Il y a eu des travaux aussi de fait à Caen justement sur la symbolique reptilienne, hein, les dragons, les serpents dans le monde scandinave et toute cette histoire des animaux finalement hein, qui va prendre de l'ampleur dans les études scandinaves et dans les études historiques aussi plus largement. Oui, on va s'arrêter là. C'est vrai que on a vraiment le développement d'un champ d'études sur les animaux de manière plus globale en histoire. Je pense notamment aux travaux d'Éric Baraté qui est à Lyon 3, où vraiment il y a cette réflexion sur l'histoire animale très Les clairement. rapports entre homme et animal, et puis Oui, aussi la question de l'alimentation, hein, par oui. exemple, qui vient se croiser et puis qui est un domaine auquel je m'intéresse personnellement de plus en plus aussi, l'histoire de l'alimentation. Donc on va s'arrêter là. Un très grand merci à toi, Victor. C'était vraiment passionnant. Merci à toi, Maël, pour cet échange. Et donc, c'est la fin de ce live. Avant de conclure, je voudrais juste faire quelques petits mots au nom de l'équipe. Évidemment, on retrouvera ce live en replay et sur YouTube. Donc là, on doit vous annoncer qu'on va faire une petite pause sur Ça coule de source. On est une petite équipe de 5 à gérer ça depuis le début et là, on est un peu tous débordés. On est entre les cours, on est en train de finir nos thèses aussi pour certains, donc c'est un moment de rush et on peut plus suivre entièrement. Donc l'idée c'est que on a toujours adoré faire ce qu'on fait hein, sur sa coule de source, mais il faut que on continue à prendre du plaisir. Et je pense que c'est le plus important, prendre du plaisir à vous faire rentrer vraiment dans l'atelier de l'historien. Donc on va faire une petite pause et on reviendra à l'automne 2025 plus motivé que jamais pour vous faire rentrer de nouveau dans cet atelier de l'historien et on a tout un tas d'intervenants qui étaient prévus dans l'année qui seront ravis de décaler leur intervention. Donc, nous vous souhaitons encore une fois une très bonne année 2025 et à bientôt. Et merci Victor. Merci, bonne année à tous. Au revoir.